So welcome everybody. My name is Rupa Mukherjee and I warmly welcome all of you here in the room and our online audience to this session on market-oriented skills for competitiveness. It's a pleasure for me to be your moderator. C'est un plaisir pour moi d'être ici pour la séance. Nous allons faire cette séance jusqu'à 15h15 et nous avons des invités très intéressants, virtuels, et ici dans la salle aussi. Et nous avons aussi un public ici qui nous regarde. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Nous allons parler de l'importance des compétences, des capacités des employés. Nous avons parlé des soft skills tout à l'heure, des compétences sociales pour que le secteur privé puisse croître et pour que des postes de travail puissent être créés. C'est la base pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives. On créera des places de travail et on pourra également lutter pour le meilleur salaire grâce à une bonne coopération entre les secteurs privés et la transmission des compétences nécessaires, tout comme l'implication de différents spécialistes. Nous allons entendre des interventions d'Indonésie, de bonnes pratiques, des exemples, mais nous souhaitons également apprendre plus sur les expériences partout dans le monde pour savoir quelles sont les capacités qui sont nécessaires pour répondre aux exigences du marché futur et pour répondre aussi à tous les enjeux qui sont liés à cela. Pour le public en ligne, nous avons Abernash, qui est un modérateur formidable qui vous posera des questions par le biais de Mentimeter. Vous l'avez peut-être déjà vu. Nous souhaitons vraiment mener une conversation avec vous. Vous avez certainement déjà utilisé Slido, surtout si vous avez déjà participé à la plénière. Voici le code. Cela vous permettra de poser des questions et de contribuer à la discussion. Et pour commencer, nous allons entendre 3 interventions différentes sur place et des interventions virtuelles également. Et puis nous mènerons notre discussion. Alors, je souhaite la bienvenue à Martin Saladin, Head of Operations pour le Sud et l'Est, et aussi responsable auprès du SECO pour la coopération internationale. Il a beaucoup d'expérience dans le domaine du financement de l'infrastructure. Il a été responsable de différents départements auprès du SECO. Il est un collègue avec beaucoup d'expérience. Il a également travaillé avec Swiss Global Enterprises et KPMG, donc il connaît très bien le secteur privé. Monsieur Saladin, je vous passe la parole. Merci Rupa, bon après-midi à toutes et tous. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à cette séance Working Session 4. Les capacités orientées sur le marché, les compétences orientées sur le marché pour une meilleure compétitivité. Nous avons déjà mentionné certains points que nous avions déjà évoqués durant la séance plénière. Notre forum cette année s'appelle Education for Future. La formation, l'éducation pour l'avenir. Et je pense que l'acquisition de compétences locales sont tout aussi importantes parce que l'économie se voit face à une grande inflation actuellement, entre autres due à la guerre en Ukraine, aussi due à la pandémie, aux difficultés de la chaîne de livraison, le changement climatique, la pollution de l'environnement. Tout cela appelle des solutions innovantes, ce qu'on appelle les green skills, les compétences vertes. Et en Suisse, tout comme dans les autres pays, nous subissons une grande pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre qualifiée pour répondre à ces défis et pour rester compétitifs et pour se préparer à l'avenir, aux changements rapides, aux changements technologiques, la numérisation dans le secteur de la santé, dans le secteur de la médecine, le domaine des produits électroniques et d'autres domaines également.
Le SECO poursuit depuis de longues années une stratégie. Nous nous concentrons sur la formation tertiaire et la formation académique et formation continue pour augmenter la compétitivité, améliorer la compétitivité dans différents secteurs pour créer une plus-value et pour contribuer à la croissance de l'économie. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la plénière, il s'agit aussi des soft skills, des compétences sociales qui sont très importantes et qui sont souvent acquises sur le lieu du travail. Le SECO intervient là où il manque des compétences, justement dans le domaine de la croissance verte. Ces dernières années, nous avons établi un portefeuille avec différentes compétences, avec des partenaires suisses qui sont également présents aujourd'hui, aussi en coopération avec des banques et d'autres organisations multinationales. Je ne voudrais que nommer quelques exemples sans trop rentrer dans le détail. Vous aurez plus tard l'occasion de poser des questions. Au Ghana, par exemple, nous avons travaillé avec l'université d'Accra, ensemble avec l'école polytechnique de Zurich, pour établir un programme de master dans les sciences d'ingénierie électronique. 1,5 million ont été investis avec 40 étudiants actuellement. Dans l'Afrique du Sud, nous travaillons avec nos collègues allemands de la GIZ pour améliorer les perspectives pour de jeunes personnes dans un monde, une économie de plus en plus décarbonisée à l'avenir. Nous essayons donc aussi de travailler dans cette perspective-là et nous avons déjà remporté beaucoup de succès. Dans le Proche-Orient et en Afrique du Nord, nous travaillons avec la Banque européenne pour la reconstruction et nous créons des programmes créés sur mesure pour que les entreprises deviennent plus productives et plus compétentes et compétitives. Nous soutenons surtout les jeunes femmes pour leur permettre l'accès au marché du travail. Ici, un exemple d'Égypte où 850 étudiants et étudiantes ont déjà suivi ce programme dual, de formation duale, et sont déjà actifs sur le marché du travail. Dans d'autres pays, nous travaillons ensemble avec la coopération internationale des finances et nous travaillons sur les compétences vertes pour construire des bâtiments verts, ce qui est très important, surtout dans des régions séismiques, donc de veiller à construire de façon durable, mais aussi de façon verte dans le contexte du changement climatique. Et là, ce sera surtout important en Afrique de faire face aux températures élevées. En parlant de l'environnement et des compétences vertes, nous travaillons ensemble avec les gouvernements pour renforcer la mobilité urbaine, pour assurer une meilleure durabilité et par là même réduire la consommation énergétique. C'est-à-dire, nous travaillons à différents niveaux et l'agenda pour les énergies renouvelables, nous en parlerons également. Nous entendrons de Kiki Uliati du ministère de l'Éducation d'Indonésie qui nous en parlera dans quelques instants. Nous avons un projet dans le domaine des énergies renouvelables et des compétences qui y sont liées. C'est important d'utiliser les énergies renouvelables et cela aura un grand effet sur la consommation énergétique. Il nous faut ces capacités pour ce secteur et ce programme souhaite allier le design et aussi assurer les centrales énergétiques, tout comme le recyclage durable. Ici, nous travaillons avec le Swiss-based World Resources et nous essayons de créer de meilleures conditions cadres
pour le recyclage plus durable. Au Ghana, nous avions beaucoup de succès avec ce programme. Le Ghana a besoin de meilleures conditions cadres pour gérer différents déchets qui sont exportés d'Europe en Afrique. Il existe aussi un programme au Pérou pour les eaux urbaines. Là, nous travaillons également avec les collègues allemands de la GIZ. Il s'agit de la gestion des eaux usées urbaines au Pérou. Et il s'agit aussi de donner les compétences nécessaires à la population sur place, qui permet d'atteindre beaucoup plus sur place que par le passé. Mais parlons maintenant de l'Indonésie. Cela a déjà été mentionné, c'est notre sujet pour aujourd'hui, où nous sommes fortement engagés dans le développement de compétences. Et pourquoi en Indonésie? La Suisse, en général, est active dans ce pays depuis un certain moment déjà avant que le SECO ne s'y consacre. La DDC était active dans ce secteur. Nous construisons sur ces projets. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes actifs en Indonésie et le gouvernement indonésien s'engage et s'est fixé des objectifs fort ambitieux et souhaite assurer la formation et aussi assurer le système de formation duale qui mène à de très bons résultats, qui montre que cette approche fait ses preuves. Je me réjouis déjà d'entendre les autres intervenants, Yuliati du ministère de Formation d'Indonésie, M. Yoko Pronono du ministère de l'Industrie. Nous avons quelqu'un avec nous de la Chambre de commerce suisse-indonésienne et Daniel Weibel de Swiss Contact qui va donc présenter notre engagement d'Indonésie ensemble avec moi. Pour terminer, j'aimerais dire que les compétences orientées sur le marché pour rester compétitifs joueront encore un rôle plus important à l'avenir et mèneront à des discussions fort animées. Je crois que nous allons parler plus des leçons que nous avons pu tirer des expériences jusqu'ici. Et nous aurons encore une table ronde tout à l'heure. Je nous souhaite à nous toutes et tous des débats très animés et je vous remercie d'ores et déjà pour votre intérêt. Merci, Monsieur Saladin, pour ce bel aperçu des différents projets au niveau mondial. Et aussi, merci d'avoir évoqué les défis d'aujourd'hui, la technologie verte, les énergies renouvelables. Et je me réjouis beaucoup de pouvoir vous présenter Madame Kiki Yuliati, directrice générale pour la formation professionnelle auprès du ministère pour l'Éducation, la Culture, la Recherche et la Technologie de la République d'Indonésie. Elle est responsable de l'amélioration de la qualité de la formation, de la recherche et des services des communes en Indonésie. Et elle nous parlera des priorités du gouvernement dans le domaine des énergies renouvelables. Nous avons un enregistrement vidéo en raison du décalage d'horaire, mais elle participera aussi à la table ronde tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où l'énergie joue un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. L'énergie que nous consommons à la maison, dans les usines et dans les entreprises est très importante. D'investir dans les capacités dans ce domaine produit des places de travail, mais cela nous donne aussi la possibilité aux communes et aux individus d'être préparés à l'avenir de l'énergie, où les personnes pourront participer à façonner les projets dans ces domaines, chez vous, sur place, pour que l'énergie devienne plus accessible et plus abordable. De telles capacités représentent une opportunité extraordinaire pour les jeunes personnes d'acquérir des compétences, de pouvoir contribuer de façon
durable, de gérer l'énergie de façon durable. Nous misons sur la formation continue, et par cela, nous pouvons assurer que l'avenir de l'énergie repose entre des mains responsables et capables. La Suisse, depuis tous les temps, est très engagée dans ce domaine, et je suis tout à fait consciente que autant la formation de base que la formation continue, formation professionnelle est très importante pour assurer de nouvelles énergies grâce au système dual, grâce à l'innovation et grâce à la reconnaissance internationale importante. La Suisse joue un rôle très important pour la transformation dans ce domaine. Et aujourd'hui, je voudrais nous féliciter toutes et tous lors de ce congrès annuel de la coopération internationale. Pour nous, le changement climatique est d'une très grande importance. Nous pensons tous que la formation est la plateforme la plus importante pour sauver notre planète. J'aimerais également exprimer mes remerciements, adresser mes remerciements au gouvernement suisse. Grâce à ce programme, 5 universités polytechniques en Indonésie participent activement au processus des pondération de compétences pour construire de nouveaux systèmes énergétiques et les maintenir. Mon ministère pour l'éducation et la culture en Indonésie souhaite soutenir ce programme de façon financière et d'autres manières également, en permettant des stages, des formations, des cours d'acquisition de compétences, et aussi en assurant l'infrastructure, en offrant des cours, des partenariats dans les différents domaines industriels. C'est en accord avec notre programme de Kapar Merdeka. Cette stratégie souhaite accorder davantage d'autonomie aux grandes écoles et aux universités, et également leur accorder davantage d'indépendance. Les étudiantes et étudiants devraient également avoir la possibilité durant 3 semestres, en dehors du programme, de faire des expériences pratiques dans les domaines pertinents. Les étudiants auront par là de meilleures opportunités sur le marché du travail. Pour résumer, je voudrais dire que ce programme dans le domaine des énergies renouvelables est très important pour l'avenir. Les investissements dans les compétences ouvrent de nouveaux débouchés, permettent la croissance économique, permettent de donner la capacité, les compétences aux individus et aussi la sécurité énergétique pour les générations à venir. Merci. Merci pour cette intervention concernant le changement vert, mais concrétisons cela maintenant. Monsieur Daniel Weibel, manager projet pour le Skills for Competitiveness. Pour ce projet, il travaille pour ce projet en Indonésie. Auparavant, il était directeur d'une école professionnelle dans le domaine de l'agriculture en Argentine, et nous nous réjouissons beaucoup de vous avoir parmi nous aujourd'hui en Suisse, Monsieur Weibel, pour nous présenter vos expériences sur place. Merci Rupa pour l'aimable introduction. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Daniel, je travaille pour Swiss Conduct en Indonésie. Et ce matin, ils m'ont appelé le type sur place. Et le type sur place est là pour vous présenter 2 projets différents. Notre S4C pour de meilleure compétitivité, et un autre projet STD. Et j'aimerais commencer par un petit clip vidéo dans le domaine de la formation supérieure. Companies depend on a highly trained workforce in order to remain competitive in a globalized economic environment.
Nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée pour rester compétitifs dans un monde de plus en plus compétitif. Le SECO a aussi un programme de formation professionnelle qui permet d'acquérir des compétences pour répondre aux besoins spécifiques. Pour rester compétitifs, les entreprises dans les pays développés doivent avoir une bonne main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, regardons la situation en Indonésie. La main-d'œuvre qualifiée permet aux entreprises de croître et permet de créer des débouchés et des possibilités économiques pour que les personnes ne soient pas obligées de partir du pays. C'est pour ça que le SECO s'engage pour la formation professionnelle supérieure. L'Indonésie est devenue un acteur important au niveau mondial. L'Indonésie a la 4e population du monde et la 10e économie et membre du G20. Entre 1999 et 2016, l'Indonésie a réussi de réduire la part de la population pauvre à 11%. Néanmoins, 28 millions d'Indonésiens vivent toujours en dessous de la ligne de pauvreté et 40% de la population sont dans le risque de retomber dans la pauvreté. Un des plus grands défis pour l'Indonésie, c'est la structure du marché du travail. D'une part, chaque année, 1,7 million d'adolescents, de jeunes personnes commencent leur vie active et ne trouvent pas suffisamment de postes de travail. De l'autre côté, le système d'éducation nationale ne produit pas suffisamment de force de travail avec les compétences requises. La conséquence logique, c'est une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Dans cette perspective, les autorités indonésiennes ont prié la Suisse pour son soutien et le SECO a lancé le projet Skills for Competitiveness. Ensemble avec le secteur privé et les autorités, le SECO a soutenu 5 collèges techniques indonésiens dans les domaines du métal, du bois et de l'alimentaire pour établir un système de formation duale. Le projet vise à renforcer le système éducationnel en Indonésie en promouvant une coopération plus étroite entre le domaine polytechnique et le secteur privé. Ce projet aide les diplômés à mieux répondre aux besoins du marché du travail en renforçant les compétences et en ajustant les méthodes aux besoins de l'industrie. Le projet contribue à développer des usines d'apprentissage et renforcer l'enseignement des compétences techniques. D'autre part, il développe des réseaux avec l'industrie pour permettre aux étudiants de suivre des stages. Entre autres, jusqu'ici, 14 curriculums ont été développés en collaboration étroite avec l'industrie. 61 workshops pour construire des compétences ont été réalisés pour aider les écoles polytechniques dans l'implémentation des curriculums basés sur l'industrie. Et 205 partenariats avec des entreprises ont été réalisés pour assurer des places de stage pour les étudiants. Actuellement, je fais partie du programme de recherche auprès de l'AP. Ce que j'apprécie dans ce projet, ce sont les expériences pratiques. J'espère que lors de passer le diplôme, je serai prête à intégrer le marché du travail. J'espère que les capacités que j'ai acquises dans le cadre du stage m'aideront à pouvoir travailler directement et de cette façon m'aider moi et ma famille. D'autre part, je veux également contribuer à développer ma commune. This short video is a cooperation between the Ministry of Industry, SECO, and the S4C. Voilà, il s'agit donc d'une coopération entre les SECO, le ministère de l'Industrie et entre les collègues qui ont participé. Donc encore une fois, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Je me réjouis de pouvoir être ici. C'est une occasion idéale pour vous présenter le projet S4C et STC, ces deux projets pour l'acquisition de compétences entre autres dans le domaine du tourisme, un projet soutenu par le SECO et le gouvernement indonésien. Les deux projets se ressemblent. Il y a quelques années, j'ai fait l'expérience suivante. Si le système suisse n'avait pas de sens, il n'aurait pas pu survivre. Accompagnez-moi durant ce voyage en Indonésie, un voyage à Java et d'autres endroits, Lombok entre autres. Le projet
S4C, Skills for Competitiveness, est ancré dans la stratégie nationale de l'Indonésie, avec les priorités de développement avec deux composantes. La première, le développement de 6 instituts polytechniques à différents endroits importants pour l'économie et d'autre part le renforcement du système de formation duale en Indonésie. Avec nos projets, nous tentons ensemble avec les partenaires indonésiens et suisses, par exemple, de relier des câbles ET. Qu'est-ce que cela signifie? D'une part, nous renforçons les instituts polytechniques ensemble avec le ministère du tourisme, de l'industrie, de l'éducation et de la culture. La base pour notre intervention, ce sont les stratégies dans ce domaine. D'autre part, nous soutenons des acteurs en Indonésie, les chambres commerciales et d'autres prestataires de services pour qu'ils puissent jouer des rôles importants dans l'économie. Si le tout fonctionne de façon complémentaire, les jeunes Indonésiens auront l'opportunité d'acquérir les connaissances, les compétences dont le secteur privé a besoin. Ce serait la compétitivité des entreprises indonésiennes. Et dit en d'autres termes, plus le système de formation et d'éducation est fort, plus il est en accord avec les besoins des employeurs et mieux seront les résultats pour le marché du travail. Mais parlons plus du détail du projet. Il existe cette interaction entre les instituts polytechniques et le marché du travail. Nous essayons de répondre aux besoins de l'industrie. Donc, de quels éléments et de quelles composantes de formation s'agit-il? Selon moi, 3 piliers principaux qui font vraiment la base d'une bonne formation professionnelle. Premièrement, des cours de formation qui s'orientent sur l'industrie. Ce sont les industries qui devraient déterminer les compétences nécessaires, reconnaître les tendances futures et les impliquer dans les formations et les actualiser continuellement. Les cours doivent être réalisés par des enseignants compétents dans le cadre des autres écoles et aussi des entreprises, donc par des spécialistes adéquats. Il faut aussi des possibilités de formation pratique dans les grandes écoles, les écoles supérieures, mais aussi les entreprises avec les moyens nécessaires, l'équipement nécessaire et l'infrastructure requise. Si le système de formation travaille de façon étroite avec le marché du travail, en vue de ces 3 éléments, nous pouvons déjà remporter de grands succès. L'objectif de ce projet, ce n'est pas de copier le système suisse à 100% et de le réaliser en Indonésie. Nous avons développé un modèle spécifique à l'Indonésie. En Indonésie, nous avons la formation théorique et pratique dans les différents instituts, soutenue aussi par les praticiens, par les stages. Les stages doivent être aussi longs que possible, ils doivent être structurés et générer une plus-value pour les étudiants et les entreprises. Où est-ce qu'on apprend le mieux à travailler, à acquérir des capacités en lien avec le travail pratique? Où est-ce qu'on peut apprendre à utiliser les meilleures technologies? Où est-ce qu'on trouvera les meilleurs modèles aussi dans le domaine des soft skills dans les entreprises? S'il est possible de mieux diviser la formation entre l'école d'une part et l'entreprise de l'autre, cela devrait permettre d'optimiser différents éléments de la formation. Ainsi, nous dirigeons vers un système dual qui pourrait bénéficier à tous les acteurs. Un bon exemple, c'est la coopération avec la Chambre de commerce suisse indonésienne et ses membres, et des membres avec le ministère de l'Industrie et des écoles et des places d'apprentissage qui coopèrent. Nous entendons
entendront tout à l'heure que cet engagement est avantageux pour tous. Monsieur Yoko et Monsieur Henry participeront également à la table ronde pour nous parler de leurs expériences. J'ai terminé avec mon intervention. Je vous invite à visiter notre stand durant la pause. Et pour terminer, S4C et notre équipe vous transmettent leur cordiale salutation. Un bon après-midi. Je vous remercie de votre attention. Merci, Daniel. Nous avons ici une image enthousiaste de ces étudiants qu'on a pu voir ici sur cette photo. Maintenant, je vous prie pour la table ronde de bien vouloir profiter de Slido pour que notre public en ligne puisse vraiment participer de façon active. Donc, je vous prie de bien vouloir scanner le code. Martin et Daniel, veuillez me rejoindre sur scène. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente le participant en ligne, Monsieur Setiokup Pramono, responsable de la formation professionnelle auprès du ministère de l'Industrie de la République d'Indonésie. Si, sur la base de l'exposé de Madame Kiki, vous aviez encore des questions, je vous prie de poser ces questions à Monsieur Pramono. Et nous allons nous adresser réciproquement avec nos avec nos prénoms. En Indonésie, on a le droit d'utiliser des noms courts. Donc, vous pouvez appeler Monsieur Pramono Yoko. Et ici, Monsieur Henry Chia, il est président de Enresa Hauser en Indonésie, une entreprise suisse qui est active au niveau international dans le domaine de l'automatisation et l'équipement de laboratoire avec plus de 15 000 employés partout dans le monde. Henry est également partenaire clé pour nos programmes. Je voudrais commencer par une première question pour Monsieur Yoko. Monsieur Yoko, nous avons entendu une intervention fort inspirante sur la coopération entre l'Indonésie et la Suisse. C'était l'intervention de Madame Kiki. Quelles sont les expériences que vous avez pu faire? Est-ce que vous avez également rencontré des défis dans cette coopération? Merci beaucoup, j'espère qu'on m'entend. Bon après-midi à tous. Bonjour. Bonjour à Genève et les salutations de Jakarta. Daniel, nous allons très bientôt nous rencontrer chez nous dans le bureau, n'est-ce pas, Daniel? Tout à fait dans le style indonésien. Ça fait toujours plaisir de retrouver, de pouvoir accueillir de vieux amis chez soi. Les expériences, telles que Martin l'a déjà mentionné, la Suisse soutient l'Indonésie dans ce domaine depuis plus de 50 ans. Et ce système de formation professionnelle duale est si important pour nous. Pour nous, c'est vraiment un modèle précurseur en Indonésie, surtout pour le ministère de l'Industrie. Et comme vous le savez, beaucoup de ces images ont été prises dans les écoles et les instituts polytechniques et cela nous donne déjà une première impression de cette coopération entre la Suisse et l'Indonésie ces dernières années. J'ai rencontré Daniel encore avant la pandémie en Suisse, il y a 5 ans. Et j'ai également participé à la conférence à Winterthur à l'époque. Mes expériences dans la coopération avec la Suisse ont toujours été très positives, les relations ont toujours été très étroites et nous avons travaillé ensemble, surtout dans le développement dans le domaine du web. Et avec ce projet-là, justement, nous avons constaté combien il est important de répondre aux besoins
des entreprises en Indonésie avec une main-d'œuvre qualifiée. Ce n'est pas forcément la même chose que les objectifs du ministère de Formation, car le ministère de l'Industrie souhaite assurer les compétences nécessaires pour le marché du travail. Et nous avons dit auparavant que nous avons 600 à 680 000 nous aurions un besoin de 600 à 680 000 employés chaque année pour répondre effectivement aux besoins de l'industrie. Ça, c'est un des objectifs principaux du ministère de l'Industrie, de couvrir ces besoins. Et S4C, ce projet, y contribue fortement et nous soutient beaucoup dans le développement des écoles et des écoles supérieures. Et nous avons ces trois éléments qui sont très importants, tout autant pour le gouvernement suisse que pour le gouvernement indonésien. Et nous souhaitons quand même préserver aussi le style typiquement indonésien. Les trois éléments, ce serait bien sûr la focale spécifiquement technologique par rapport aux compétences requises. Et à cet effet, nous avons nos institutions polytechniques. Il s'agit, par exemple, de la fabrication, de la pétrochimie et également d'autres branches industrielles. Et il s'agit aussi de ce qu'on appelle les hard and soft skills. Là, il s'agit plutôt du système de formation duale. Récemment, j'ai eu une séance avec nos partenaires des écoles et ils ont toujours mentionné ces compétences sociales, les soft skills. C'est très important. Et je crois que là, les places de stage, entre autres de la Chambre de commerce suisse-indonésienne, pourront y contribuer fortement. Je crois que ce sont les points les plus importants, du moins pour le ministère de l'Industrie, dans le contexte de la coopération avec le gouvernement suisse et le SECO. Merci beaucoup. Ces éléments sont très clairs pour nous tous. Cela a déjà été mentionné en plénière. Le lieu du travail est aussi un lieu d'apprentissage et l'importance de ces compétences sociales est très claire. Monsieur Henry, une question qui a été posée à plusieurs reprises sur Slido. Comment est-ce que vous avez impliqué le secteur privé et quels sont les enjeux qui y sont liés? Merci et bonjour tout le monde. Je crois que la possibilité de faire un stage est très très importante et d'importance cruciale pour le secteur privé en Indonésie. Il s'agit aussi des entreprises et leur participation au système dual. Daniel l'avait mentionné brièvement. Nous ne pouvons pas tout simplement copier le système suisse et le mettre en œuvre chez nous. Le copy-paste, cela ne fonctionne pas. Le copier-coller. Dans les cercles d'entrepreneurs suisses en Indonésie, nous avons essayé de sonder les besoins et nous en avons fait part de notre écosystème. Nous avons essayé de développer des approches. L'objectif était d'impliquer tout dans un seul écosystème. Il s'agit d'aborder le secteur privé et ses besoins par étapes. Nous sommes convaincus qu'il peut y avoir une coopération étroite entre les entreprises et les écoles, et cela surtout au niveau stratégique. C'est de cela que nous avons besoin. C'est pour cela qu'il nous faut vraiment le top management des entreprises qui s'allient à nous. Et c'est pour cela et sur cette base que nous pouvons continuer à travailler dans le cadre du projet S4C. Dans une première étape,
nous aimerions aborder les partenariats existants. Nous nous sommes posé la question comment la Chambre de commerce pourrait soutenir ces projets pour participer au programme, comme Daniel l'avait mentionné. Et là, nous nous occupons surtout des entreprises qui doivent à leur tour aussi former des formateurs, des formatrices. Et nous sommes également consacrés à des possibilités de développer des places de stage. En Indonésie, beaucoup de choses sont en changement et il nous manque souvent des solutions simples comme des copieuses, par exemple des photocopieuses, mais il s'agit aussi du soutien d'entreprises pour qu'elles puissent travailler de façon étroite avec les écoles. Une fois qu'on aura reconnu les avantages de ce programme, qui certes requiert des investissements dans l'infrastructure, eh bien, une fois qu'on aura reconnu cela, ils seront également invités des intervenants venus de l'étranger et pouvoir assurer la formation sur place et élargir aussi ce que disait Daniel, mieux équiper d'autres écoles et d'autres entreprises pour la formation. Rupa avait demandé ce qu'il en était des enjeux liés à cela, des défis. Eh bien, les défis sont nombreux. Martin et Yoko l'avaient également mentionné. Il s'agit de s'orienter sur le marché en Indonésie et le fait que la Suisse soutient l'Indonésie depuis si longtemps dans ce domaine. Et bien, les succès sont très importants, surtout dans le domaine polytechnique. Depuis 50 ans, nous bénéficions déjà du soutien de la Suisse, mais lorsqu'il est question de succès, il s'agit vraiment de voir les effets concrets. Il y a beaucoup de défis qui sont liés à cela. Pour assurer l'infrastructure, pour couvrir 13 000 postes d'apprentissage en Indonésie. Je crois que les défis les plus importants en Indonésie sont le fait qu'il n'y a pas de stratégie, pas de politique de formation professionnelle. Néanmoins, le gouvernement travaille actuellement à un tel programme et souhaiterait introduire une telle stratégie. Dans le cadre du système de formation professionnelle, du système de formation dual, les écoles pourront mieux s'orienter sur les besoins de l'industrie, mais pour l'instant, le dialogue avec l'industrie n'est pas encore là. C'est pour cela que nous proposons des stages de 3 à 6 mois, mais actuellement, cela ne montre pas encore l'effet concret de place de travail concrète. Et ça, c'est peut-être un point négatif. Il y a encore un grand écart entre les différentes écoles par rapport à leur qualité. Il y a certains instituts qui n'ont pas accès à l'infrastructure nécessaire. Daniel l'avait mentionné brièvement. Et cela est bien sûr fort important. Et là, nous ne manquons pas seulement de connaissances et de capacités de gestion, de management pour répondre aux nouveaux besoins du marché. Nous sommes également face à des défis que Martin avait mentionnés. Parfois, ce sont les possibilités financières qui font défaut pour continuer à former les enseignants. Et c'est pour cette raison qu'il est peu surprenant qu'il faut encore du temps pour développer cela. Et il sera donc nécessaire de sélectionner, d'identifier les bons lieux d'apprentissage et de les soutenir. Mais cela représente un très grand défi. Et le plus grand défi pour les entreprises, pour notre côté donc, c'est que cela fait partie
Il faut que ce soit reconnu comme faisant partie de la stratégie du business, pas comme quelque chose d'extérieur. Il faut que cela soit pensé comme faisant partie de la stratégie entrepreneuriale pour nous éloigner d'un comportement réactif. Il faut qu'on réfléchisse aussi à permettre à 2 étudiants de travailler dans notre entreprise plutôt qu'un seul. Et c'est cette conscience qu'on n'a pas encore acquise. Merci, Henry. Tu as nommé différents défis que notre public avait déjà adressés. Nous le retrouvons toujours et encore. Les capacités qu'il faut pour acquérir les capacités. 1,5 million de personnes qui accèdent au marché du travail, tant de personnes qui vivent encore dans la pauvreté. Comment pouvons-nous améliorer le système? Comment pouvons-nous élargir le système dual? Il y a actuellement que quelques pionniers. Daniel, comment vois-tu la possibilité d'adapter le système de formation professionnelle duale? Je ne sais pas si les conditions cadres sont les bonnes. Merci de cette question. Le système dual suisse a maturé en quelque sorte, a mûri en quelque sorte pendant des décennies et des siècles. Il y a différents acteurs, le gouvernement, les autorités, les associations, les chambres. Tous ces acteurs devraient travailler ensemble, et cela par-delà les différents secteurs. Et il y a quelques années, j'avais entendu un consultant qui me disait « c'est tellement difficile d'allier ces différents acteurs parce qu'ils parlent des langages différents. Les gouvernements parlent le langage politique, le secteur privé parle le langage de l'argent et les écoles parlent le langage de la formation, de l'éducation. Et maintenant, il s'agit de rejoindre tous ces partenaires. » Du côté projet, nous pouvons conseiller, consulter, faire un coaching et peut-être même donner le empowerment, la capacité. Je voudrais nommer 2 exemples dans ce domaine et aussi montrer les différences entre la Suisse et l'Indonésie et dire pourquoi le copier-coller ne peut pas fonctionner. En Suisse, nous avons ce qu'on appelle des apprenants, des apprentis de façon traditionnelle. Ils vont signer un contrat avec l'entreprise. En Indonésie, les apprenants, les apprentis ont un contrat avec l'école, avec le lieu d'apprentissage, et puis dans le cadre de la formation, ils vont pouvoir suivre un stage. En Suisse, le secteur privé est le moteur principal de la formation professionnelle, alors que, et Henri l'avait mentionné, en Indonésie, nous avons de nombreuses entreprises qui considèrent la formation professionnelle comme une responsabilité sociale. C'est une autre approche. Nous tentons de réunir les éléments clés de la Suisse et de les installer en Indonésie sans faire pour autant du copier-coller. C'est aussi une des questions qui ont été posées sur Slido. Nous essayons de nous écarter d'un système unitaire pour aller vers un système dual avec des stages plus longs qui durent 6 mois ou même 12 mois ou peut-être que 3 mois. Nous essayons d'impliquer davantage le secteur privé dans le développement de formation, de contenu, pas seulement avant, mais aussi après. Merci. Maintenant, je voudrais poser une question à Yoko. Quels sont les changements politiques requis pour adapter le système de formation dual? Ou dit en d'autres termes, dans quel domaine de la politique faudrait-il passer à l'action? Merci, Rupa. Je voudrais rappeler toutes et tous que qu'en 2022, le président a établi que le gouvernement soutient la formation professionnelle. Et c'est dans ce décret
qui a été mentionné que les chambres de commerce assumeront une responsabilité plus grande dans ce domaine. Je pense qu'il y a des mandats très clairs qui ont été donnés aux chambres de commerce et les chambres de commerce pourraient vraiment réunir tous les acteurs et les encourager à prendre des mesures. Ici, dans le ministère de l'Industrie, nous essayons d'assurer que les chambres de commerce indonésiennes assurent que les conditions requises sont réduites et que les besoins et les méthodes pour répondre à ces besoins soient standardisées et harmonisées. Merci. Est-ce que toi, tu peux parler de quelques succès du côté du SECO dans ce domaine? Je pourrais nommer certains, certainement, oui. J'ai essayé déjà de mentionner quelques exemples tout à l'heure, mais dans le cas de l'Indonésie, je voudrais souligner le fait qu'il est très important que les partenaires sachent ce qu'ils veulent. Yoko et Henry l'avaient montré clairement, et Kiki aussi, vous savez tous dans quelle direction vous allez évoluer ces prochaines années. Lorsque nous avons commencé nos actions dans ce domaine en Indonésie, nous étions conscients que cette tâche ne pourrait pas être réalisée dans l'espace de 2 ou 3 ans. Au début, nous nous sommes dit il nous faudra au moins 10 ans pour vraiment assurer ces compétences. Maintenant, cela date d'il y a 3 ans, mais il faut un certain temps pour mettre en œuvre tout cela, pour élargir, pour tirer les conséquences, des leçons. Il est question de persévérer. Et dans le cas d'Indonésie, nous avons le grand avantage de pouvoir travailler de façon décentralisée. Et ça aussi, c'est quelque chose de très, très suisse. Les Suisses travaillent de façon décentralisée dans de nombreux domaines et c'est quelque chose que nous aimerions également réaliser en Indonésie. L'approche avec différents acteurs nous tient à cœur. Dans l'économie, il y a les syndicats, les partenaires sociaux qui travaillent ensemble et cela contribue également au succès de tels projets. Ce sont 2 ou 3 éléments qui sont importants pour le succès, selon moi, pour pour obtenir de bons résultats. Nous avons aussi cette bonne solution en Indonésie avec la participation au coût. Ce n'est pas seulement le donateur, le bailleur de fonds qui donne de l'argent et puis c'est réalisé ou non. Non, c'est plutôt une responsabilité partagée, ce qui contribue toujours à une plus grande sécurité de l'effet. Henry, en ce qui concerne l'engagement des entreprises, il ne s'agit pas seulement des contributions financières, mais aussi de contributions en termes d'agenda. Comment est-ce que vous sélectionnez les secteurs importants pour que de tels systèmes puissent fleurir et contribuer à la croissance économique? Merci pour cette question, Rupa. L'Indonésie à 217 millions d'habitants et notre PIB croît tous les ans d'environ 5,7%. Nous avons une consommation intérieure très marquée et notre stratégie nationale que notre président a déterminée pour la période entre 2020 et 2045. Il nous faut beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, surtout dans la production, dans l'ingénierie, dans l'industrie. Il nous faut pas seulement des main-d'œuvre plus jeunes, mais surtout du personnel plus qualifié. Et je crois que la focale a été bien choisie. Nous avons également la branche du textile qui est très importante. Il y a des secteurs qui sont prometteurs, par exemple IoT, la durabilité, les énergies renouvelables, l'économie circulaire.
tous ces domaines doivent être pris en considération. Il y a eu une grande accélération dans ce secteur. Daniel, comment déterminez-vous les capacités, les compétences requises? Nous avons entendu parler de nouveaux secteurs, de nouveaux domaines. Quel est le processus à envisager? Récemment, auprès de l'Institut Polytechnique qui a été inauguré le mois de septembre dernier, nous avons déterminé le premier et le deuxième semestre. Nous avons développé une méthode pour développer des filières et nous avons, à ce titre, impliqué différents spécialistes et experts de différentes entreprises d'un même secteur, d'une même branche. Et nous avons dit, veuillez contribuer à déterminer ces contenus. Quelles sont les capacités requises? Quelles seront les tendances d'avenir? Quels seront les besoins à l'avenir? Et le grand travail, c'est après de mettre en œuvre, d'analyser le retour et de mettre cela en œuvre pour aboutir finalement à des modules d'apprentissage. C'est un processus très long qui requiert beaucoup de temps et les enseignants en Indonésie ont 3 tâches, l'enseignement, la recherche et troisièmement, également d'apporter des prestations de services à la commune et de travailler sur le contenu des filières. Ce travail doit se faire en même temps, mais nous essayons toujours d'impliquer le secteur privé pour ce qui est des formations. Il y a différentes incitations pour les instituts, pour les différentes entreprises, les institutions. Parfois, il s'agit plus de recherche que d'investir dans de nouvelles filières. Mais revenons encore une fois au secteur privé. Mis à part les contributions financières que Martin avait adressées, j'aimerais bien savoir quelles sont les autres contributions et quelles sont les incitations pour de tels programmes. Nous avons reçu une question pour savoir si beaucoup d'entreprises indonésiennes font partie des fédérations professionnelles et comment on peut créer des incitations. Question pour Henri. Merci. Merci, Rupa. Bien sûr. C'est une question très importante, mais une question pas facile. Si nous adressons les incitations pour le secteur privé, je dois dire que c'est important et nécessaire, mais pour nous, le financement est effectivement un point substantiel et critique. Et c'est une composante de tout ce système. Le gouvernement devrait donner un soutien pour qu'un changement systémique soit possible, pour que des stratégies soient adaptées, pour que des filières soient adaptées, et ceci en impliquant toute l'économie. Je sais pertinemment que le gouvernement a déjà créé des incitations pour des entreprises qui participent à la formation professionnelle en leur permettant des déductions fiscales. Mon entreprise fait déjà partie de ce programme. C'est un bon programme, certes, mais il nous faut davantage d'entreprises qui participent, qui savent qu'il y a de telles incitations fiscales. Et pour parler pour le secteur privé, je dirais qu'une entreprise peut déjà commencer à travailler avec un lieu d'apprentissage. En Indonésie, nous avons 114 000 entreprises qui pourraient participer à ce projet. Mais bien sûr, le tout est soumis à un changement constant. Il y a aussi la possibilité de créer d'autres incitations ou de créer des réseaux, des liens, créer des liens. Donc en plus des incitations fiscales, mais je crois que personnellement qu'il nous faut un changement systémique
pour pouvoir mieux profiter de ces possibilités. Yuko, selon toi, est-ce que le secteur privé prend suffisamment de mesures pour permettre le changement? Est-ce qu'il faudrait d'autres stratégies, d'autres mesures politiques? Eh bien, Rupa, c'est certainement toujours pas suffisant, je dois dire, mais en tant que membre du gouvernement, je perçois cela comme notre tâche de contribuer, de promouvoir à ce que plus de mesures puissent être prises. Je crois qu'il y a 140 entreprises suisses actives en Indonésie. Si seulement une entreprise permettait d'assurer 20 places de stage, eh bien, cela permettrait aux écoles, aux lieux d'apprentissage, d'obtenir plus de futurs employés pour ces entreprises. Henry l'a déjà mentionné, notre gouvernement a déjà créé des incitations pour promouvoir les entreprises. Elles reçoivent des incitations fiscales, c'est-à-dire les entreprises qui créent des places de stage, qui forment des formateurs à l'intérieur de l'entreprise, qui partagent les coûts, les frais énergétiques, les frais infrastructurels pour des stages. Tout cela est très important. Il s'agit aussi d'investissements dans l'avenir, mais ces coûts, ces investissements bénéficient d'avantages fiscaux. Ça, c'est une des mesures qui a déjà été prise, mais bien sûr, nous devons diffuser cela et bien informer là-dessus pour assurer que le nombre d'entreprises qui participent augmente. Merci, Rupa. Pour que ces coûts puissent être déduits des impôts, bon, cela constitue déjà un signe important du gouvernement. Merci de cet exemple très concret. Que fait le SECO dans ce domaine? Le SECO est déjà intervenu à différents niveaux. CIPOL est par exemple un programme d'encouragement. Est-ce que pour les entreprises suisses, on pourrait aussi créer des incitations pour qu'elles puissent participer à de tels programmes? C'est une excellente question, une question tout à fait importante. Nous le tentons, bien sûr. Nous essayons de créer des synergies et de créer des contacts. Il existe 140 entreprises suisses en Indonésie. En Suisse, nous avons un business hub auprès de l'ambassade suisse à Jakarta. Et là, il est possible de coopérer avec le gouvernement indonésien. Nous travaillons dans le domaine de la formation professionnelle, ce qui devrait mener à une situation gagnant-gagnant. Tous les pays, même la Suisse, travaillent dans un contexte plus grand avec d'autres pays. Et l'Indonésie est un pays où nous sommes très intéressés de travailler dans des partenariats. Ce serait vraiment positif. Nous avons le programme Swiss Import qui est très important pour toutes les importations. Il y a également d'autres activités. Nous encourageons ESG dans les entreprises, à savoir les critères environnementaux et gouvernementaux qui doivent être respectés par les entreprises. Et cela aussi constitue un avantage pour un personnel mieux qualifié, parce que cela permettrait aussi d'atteindre ces objectifs-là. Nous travaillons à mieux établir les conditions cadres requises et nous souhaitons de cette façon continuer à aller dans la bonne direction ensemble. C'est déjà un fort engagement, un plus grand effet grâce à une intégration plus grande aussi. Daniel. Chamber of Commerce and Industry called CADIN
They, for example, are looking for Auprès de la Chambre de commerce indonésienne, on cherche actuellement un partenariat avec la Suisse. as well the Swiss. Par exemple, économie suisse, aux Suisses même, Also already et aussi they would like to. They have already l'université suisse implemented. Thanks for that. dans ce domaine, et ils aimeraient bien Here at the top passer à la mise en œuvre. Ici, une question que je vois depuis un bon moment. should industries Est-ce que les capacités acquises sont durables? Est-ce que les attentes de l'industrie devraient être adaptées? Si nous pensons à un espace de 20 ou 30 ans, est-ce que ces compétences acquises pourront être transmises? On a parlé de stages de 3 mois. Pendant combien de temps ces capacités, ces compétences acquises resteront utilisables? Daniel, tu as le microphone, alors je te prie de continuer. In 3 Nous visons bien sûr des stages plus longs. and hopefully Nous avons, we can even a little bit pour des programmes de formation sur 3 ans, nous proposons par exemple un stage d'1 an. C'est ce qui est envisagé. Et à l'avenir, nous aimerions élargir ce stage à 3 semestres. Comme on l'a déjà entendu, les capacités peuvent être apprises au mieux sur le lieu du travail, dans l'entreprise même. On a parlé des soft skills et compétences sociales, et nous sommes tout à fait convaincus que les stages constituent un élément très important pour la formation et la formation continue en Indonésie. Et en ce qui concerne la durabilité, la longévité de ces compétences acquises, et de la question est-ce qu'elles sont transmissibles aussi, ces compétences? Et aussi, qu'en est-il de l'acquisition de nouvelles compétences? Eh bien, en Suisse, nous avons un système très perméable. On peut faire une formation et après, on peut encore faire d'autres formations. En Indonésie, le système est moins perméable. Yoko, tu connais certainement le système indonésien mieux que moi, non? Moi? C'est à moi? Eh bien, nous avons des filières très claires, des voies professionnelles qui sont très clairement dessinées. Nous avons l'école primaire, l'école secondaire et puis le système de formation supérieure. Nous avons une structure plutôt rigide et non pas un système dual comme en Suisse. Et la plupart des entreprises demandent aujourd'hui plutôt des personnes avec une formation professionnelle terminée plutôt que de personnes avec un diplôme académique. Donc ça s'est amélioré. Il y a la voie académique et la voie de la formation professionnelle. Et il y a cette idée largement soutenue qu'on devrait plutôt aller en direction de soutien de ces lieux de formation professionnelle, de ces instituts polytechniques, parce qu'il y a un besoin pour que les entreprises puissent aussi recevoir davantage de personnes avec une formation terminée. Nous souhaiterions accélérer cela pour pouvoir établir un système semblable à celui de l'Europe. Mais je dois dire qu'actuellement, notre système actuel est plutôt rigide. Merci, Rupa. Nous tenterons de faire le meilleur des structures existantes. Et maintenant, je pense que le temps est un peu juste. Donc, il nous reste encore du temps pour 2 questions. Linda. Beaucoup de systèmes de valeurs se penchent surtout sur beaucoup de systèmes VIT se basent sur les écoles. On dit souvent qu'on apprend plus sur le lieu du travail. De tels enseignants
doivent bien sûr être en contact continuel avec l'entreprise. Ils doivent s'informer tout le temps quels étaient les résultats d'apprentissage en accord avec les programmes d'études tels qu'ils ont été accordés. Et puis, ils ont aussi d'autres tâches, par exemple des prestations de services pour la commune, pour la recherche. Donc, ces enseignants et ces instructeurs de FP ont vraiment les mains pleines de travail. Je ne pense pas qu'ils ne travaillent pas assez, tout à fait le contraire. Justement, pour les écoles dont on parlait tout à l'heure, il y a une charge de travail très importante. Well, a lot what they could learn in the school. Et est-ce que donc on se déduit le temps pour la formation professionnelle? Je veux dire, dans l'école, il y a une infrastructure tout à fait simple, par exemple un laboratoire ou un atelier. Et ces capacités pourraient être aussi acquises de façon réaliste dans une entreprise. On n'aurait pas moins de modules dans la filière, mais certains modules seraient laissés aux soins des entreprises. Henry, Yoko, est-ce que vous souhaitez commenter cela? Merci. Merci, Rupa. Pour ce qui est de l'Indonésie, c'est différent en Suisse. En Suisse, il y a des lieux de production qui sont impliqués dans les entreprises, c'est-à-dire les travaux pratiques sont réalisés dans l'entreprise, mais en Indonésie, cela n'est pas encore le cas. Chez nous, je dois dire que la plupart des machines, des ateliers se trouvent dans les instituts et les écoles et dans l'entreprise. On apprend plutôt le professionnalisme et on fait des expériences concernant le métier concret. Donc, il y a des différences entre les formateurs dans les entreprises et les enseignants auprès des écoles. Mais là aussi, peu à peu, il faudra permettre le changement. Donc, nous avons affaire actuellement plutôt à une route dans un sens, mais nous aimerions avoir les deux sens. Nous aimerions voir que les entreprises offrent cette expérience réelle aux étudiantes et étudiants. Donc, nous souhaitons vraiment installer un système de formation duale. Et je crois qu'à ce moment-là, les entreprises investiront davantage pour avoir des formateurs à l'intérieur de l'entreprise. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Merci beaucoup. Ça, c'était un bon point. Nous avons besoin d'une infrastructure dans les écoles, mais aussi dans les entreprises. Et actuellement, dans les entreprises, ce sont plutôt les soft skills qui sont acquises. Je dois assurer qu'on respecte l'horaire, donc je me permets de poser une dernière question pour Yoko. Qu'en est-il de la durabilité de ces interventions? Ces projets ont besoin de temps, les deux phases ne suffisent pas, ce sont de réels partenariats entre des partenaires avec des intérêts communs. Est-ce que tu as l'impression qu'au cours du temps, le secteur privé ou le gouvernement va couvrir plus de coûts ou pas? Merci, Rupa. On parle de l'argent, n'est-ce pas, du point de vue de l'industrie? Et là, je porte la casquette du responsable des industries et non pas du responsable de la formation. Il s'agit des compétences et des employés. Alors, qu'en est-il de la durabilité? Nous allons promouvoir et encourager les entreprises pour qu'elles puissent plutôt contribuer à ce que les écoles et les instituts soient vraiment promus ou pas, pour que déjà, durant le processus de sélection, elles puissent participer. Qui doit suivre ces formations, ces filières?
pour qu'on puisse acquérir pas seulement les hard skills, mais aussi les soft skills. Et ça, il faut après le porter dans les entreprises. Et c'est pour cette raison qu'on devrait mettre l'accent sur la formation qu'on suit à l'intérieur de l'entreprise pour que tous les aspects puissent être pris en considération, Rupa. Et il faut, dans l'entreprise, un interlocuteur, une responsable, pour que l'accent puisse être mis sur le bon domaine dans l'entreprise, pour que les partenariats soient évalués, pour que l'enseignement et les stages puissent être planifiés aussi dans un bon rythme. Il faut aussi des responsables du côté de l'entreprise. Ceci du point de vue gouvernemental. Merci. Henry, il y a cette estimation concernant les avantages de tel partenariat pour les entreprises. Est-ce que tu es optimiste que davantage d'entreprises contribueront? Très certainement. L'effet du système de formation dual, nous avons déjà travaillé ensemble pendant 50 ans et je suis certain que les 50 ans à venir, nous travaillerons ensemble encore d'une façon meilleure, améliorée. Le gouvernement tout à l'heure, nous avons entendu qu'il y a déjà de grands succès qui ont été remportés. Le gouvernement est impliqué, les chambres de commerce sont impliquées, les entreprises sont impliquées. Nous avons vu les premiers succès et c'est avec ces succès que nous devons nous rendre dans d'autres régions encore. Je suis convaincue que nous pourrons observer une croissance exponentielle dans les 10 ans à venir. Merci beaucoup, Martin. Comment vois-tu cela? Qu'en est-il de l'avenir de la durabilité et de la pertinence? Merci. Merci aux deux messieurs de Jakarta. Nous devons répondre à une niche avec l'argent des contribuables, donc nous devons réfléchir de façon pertinente dans quoi investir. Et je crois que ça a été un merveilleux investissement dans l'avenir de nos relations et dans l'avenir de l'Indonésie. Au cours du temps, ce soutien devra prendre son envol de quelque sorte, créer une dynamique de façon à ce que l'Indonésie n'ait plus besoin de ce soutien. Ce n'est pas notre objectif de fournir un soutien de façon éternelle, mais à un moment bien précis, il faudra pouvoir passer à une certaine autonomie. Donc les bons résultats nous encouragent, mais à un moment donné, nous devrons aussi consacrer notre soutien à d'autres sujets et domaines. Daniel, de ton point de vue, comment vois-tu la durabilité? Yeah, I would like to build on what my colleagues just said. So in the first phase, je voudrais revenir à ce qu'ont dit les collègues à l'instant. Dans la première phase, nous sommes consacrés à des stratégies, la coopération avec des entreprises individuelles, une approche très holistique avec ces instituts polytechniques et maintenant, nous souhaitons nous éloigner et accéder à un métaniveau. Nous travaillerons avec des acteurs clés dans ce domaine. Et là, nous mettrions l'accent sur le secteur privé et sur l'engagement du secteur privé. Et nous devons également savoir gérer les attentes. Nous avons besoin des bons acteurs avec les capacités et la volonté
avec ses collègues qui participent ici de façon virtuelle. Comme un petit projet, on ne peut pas aborder tous les secteurs. Merci, vous avez été un public merveilleux. Je n'ai pas du tout respecté les temps. Je m'en excuse. Je ne vais plus faire de résumé. Nous avons une personne qui va faire un résumé dans la plénière, mais j'aimerais remercier maintenant Henry et Yoko pour leur temps, pour leur participation. Il est plus de 10 heures du soir en Indonésie. Un grand merci pour les merveilleuses contributions, les idées et l'énergie palpable aussi à cette distance. Nous vous souhaitons bon succès pour tous ces partenariats. Un grand merci à vous toutes et tous. Thank you, Martin and Daniel. Merci Martin, merci Daniel. Et restez en ligne. Vous avez posé encore quelques questions sur Mentimeter.